tout heureux d'être ce soir avec Maïs de Kerangal, sur lequel j'ai eu la joie de travailler. Et je suis donc tout heureux de parler un petit peu avec elle, d'échanger avec elle autour de Canoë. Vous connaissez tous et tous son œuvre, ses grands romans choraux, mais aussi toute une série de choses très, très variées, récits de témoignages, enquêtes, écriture de terrain qu'elle a lancées, qui ont eu le bonheur de réconcilier finalement plusieurs pôles opposés de la littérature, le pôle matérialiste et le pôle lyrique, l'expérimentation littéraire et le grand public, l'écriture très personnelle et le travail collectif. Et je crois que Canoë ajoute au fond à la liste d'objets littéraires originaux. C'est comme vous le savez, sans doute ce qui est décrit par toi comme un roman en pièces détachées, un système de 8 récits, un central autour duquel les autres gravitent. 8 récits qui mettent en scène toute une série de petits problèmes ordinaires, de problèmes chez le dentiste, de problèmes avec un répondeur qu'on n'arrive pas à effacer, de voix qui n'ont pas exactement la même tonalité, de paroles qui ont du mal à se déployer, ou au contraire qu'on a un petit peu de mal à arrêter. Et c'est autour de cette notion de voix qui est vraiment centrale que je voudrais te demander, puisque ce colloque porte sur le malaise, au fond, qu'est-ce que tous ces malaises qui affectent toujours des femmes ont en commun? Bonsoir déjà. Alors, je crois que ce qui unifie ces 8 récits, c'est peut-être l'idée que, sur cette question du malaise, c'est qu'ils exposent quand même des formes tous de hiatus interne. C'est-à-dire que cette question du malaise comme une nappe intérieure et finalement un peu impalpable, qui serait le malaise contemporain, c'est vrai que j'ai le sentiment, moi, de m'en emparer sous cette forme que tu as décrite, c'est-à-dire la forme de ce qui dysfonctionne, de ce qui est disruptif, de ce qui est déplacé, de ce qui provoque une forme de dépaysement. Par exemple, la nouvelle centrale, pour moi, cette nouvelle Mustang, la narratrice est face à ce dépaysement qui provoque en elle un certain malaise, mais c'est de la déstabilisation, de la discontinuité. Elle est dans un moment de rupture. Et je pense que dans ce livre, dans ce recueil de textes, c'est vrai que la question, c'est moins la question d'un malaise psychologique, d'un malaise social, etc., que le fait de l'attraper par les petites choses qui, elles, témoignent de tout ce qui est discontinu, déplacé, un peu douloureux, de tout ce qui accroche. Et dans ces petits moments de hiatus, pour moi, à chaque fois, il y a un hiatus intérieur. Dans ces petits moments de hiatus, surgit une question qui est celle... par exemple, dans le premier texte, vraiment, comment le langage est venu aux hommes, enfin, comment parlaient les hommes de la préhistoire, etc. Ou dans le second texte, un peu, qu'est-ce que c'est que cette discrimination des voix aiguës, qu'est-ce que ça raconte de la société dans laquelle on est, etc. Mais c'est vrai que toutes ces questions-là, je les attrape par quelque chose de presque, d'abord de toujours prosaïque, assez matériel, et que j'essaie de creuser et auquel j'essaie de donner un sens plus large. Tu te sens loin de ces grands romanciers réalistes qui veulent prendre frontalement les grands problèmes du monde? Je me sens... Pour ne pas citer de nom, bien sûr. Non, mais je sens que, en tout cas, je n'aborde jamais un livre, j'entre jamais dans l'écriture d'un livre en me disant que je vais saisir à bras-le-corps une grande question. Ça ne correspond pas à mon tempérament. Pour moi,
ce qui pourrait être un peu paralysant pour moi, c'est immédiatement que cette grande question, elle implique un peu justement du surplomb et forcément un appareil de discours, alors que moi, j'essaye toujours de rentrer dans les livres d'une certaine manière sans la transcendance, vraiment pas à l'inverse sur un plan beaucoup plus immanent. Des gens se réunissent pour construire un pont, mais en fait, on reste toujours au niveau de l'action, c'est-à-dire il y a assez peu de moments où tout d'un coup la voix narrative se dresse et puis va expliquer les choses. Ça monte vraiment, ça vient plutôt du bas, et j'aime assez cette espèce d'écriture un peu au ras du réel, au ras des choses, etc. Je pense que j'entends bien à cette place-là, je vois bien à cette place-là. Enfin, je ne sais pas si je vois bien ou j'entends bien. En tout cas, j'ai l'impression de mieux voir que lorsque je suis dressée à essayer de me dire je vais embrasser un grand problème, par exemple. Et d'ailleurs, ça m'échappe un peu quand on pense à réparer les vivants. C'est vrai que pour moi, c'est un livre qui s'inscrit dans un arc narratif extrêmement simple, qui est celui d'un processus, qui est un processus, par exemple, technique, qui est aussi un processus culturel, en tout cas à un moment donné ça évoque ça, qui aussi entraîne des figures, des personnages dans quelque chose qui a lieu à avoir avec quelque chose de plus émotionnel, de plus psychologique, mais néanmoins à aucun moment il s'agit de regarder la question d'une focale qui serait surplombante. On suit tout le temps la progression de ce transfert. On suit la trajectoire de cet organe d'un corps à l'autre, on l'accompagne. C'est un peu dans ce moment où on escorte que moi je me sens à ma place, en tout cas à une place où il est possible pour moi, en plus, d'écrire de la fiction. Et après, j'aime assez, moi, les grands livres déployés où il y a plusieurs figures, justement, où le livre donne à voir du multiple, du profus. C'est vrai que je me sens assez proche de cette veine-là, pas forcément tout le temps, mais j'ai aimé en tout cas écrire ces livres qui étaient d'abord des livres de collectif. D'ailleurs, qui modélisait différemment la question du collectif, la bande des adolescents, puis la masse des ouvriers du chantier, puis le relais, l'alliance un peu de l'équipe médicale. Mais quand j'ai écrit Un monde à portée de main, qui est un livre qui met en scène, où on regarde davantage une figure, c'est vrai qu'elle n'est pas seule, elle est tout le temps avec d'autres. Mais j'aime aussi, je pourrais un peu regarder plus un être, mais j'aime assez que le roman apporte ça, quelque chose d'assez profus. Moi-même, comme lectrice, j'ai assez le goût de ces livres-là. Mais en même temps, si tes écritures sont très situées dans le réel des métiers, le réel de l'expérience, et le grain des objets et le nom des végétaux, on entend le cosmos, on entend des grandes échelles, on entend de très longues durées, on entend la rumeur de tous les autres vivants, et il y a donc une ampleur qui est celle de l'enchevêtrement de l'Anthropocène, qui est celle de notre condition partagée. Oui, d'ailleurs, et c'est vrai que c'est abordé sous la forme du hiatus, C'est la première nouvelle de Canoë qui s'appelle Bivouac. Cette femme est chez le dentiste, il y a des travaux dans sa bouche, pas à n'importe quel endroit, puisque c'est l'occlusion de la mâchoire, et donc qui est le seul os mobile de la face, et donc celui qui fait signe à la voix articulée que l'homme est le seul animal à posséder, l'homme est le seul animal qui possède la voix articulée, et qui peut contrôler ses émissions vocales. Et à travers justement le retour dans son champ de vision d'une mandibule du Mésolithique trouvée dans un chantier de l'INRAP qui a eu lieu dans le 15e arrondissement à Paris, c'est vrai que tout d'un coup, il y a cette espèce de frottement, alors, qui n'est pas complètement de l'ordre, alors pour le coup, du malaise, mais qui est du déplacement, c'est-à-dire qu'au sein de ce cabinet dentaire, et voire même elle est en position couchée, horizontale, et donc elle est un peu dans une position
où elle pense, où elle cogite. À un moment donné, elle a la bouche pleine de résine, hein, de ces résines avec lesquelles on fait des moulages, donc on duplique les bouches. Ça fait signe à mon livre précédent, c'est-à-dire l'idée que voilà, on peut reproduire, on reproduit en tout cas, il y a ces moules de mâchoires, il y a ces autres bouches qui sont là sur la table du dentiste. Voilà, tout d'un coup, on entend quelque chose de très ample qui est une espèce d'interrogation un peu vertigineuse sur voilà, l'acquisition de la voix humaine, comment elle se forme dans le corps de l'homme, comment est-ce qu'elle advient. Et c'est vrai que ce qui s'est pas mal intensifié pour moi depuis un peu l'écriture d'un monde à portée de main et un peu entre Réparer les vivants et un monde, c'est c'est pas tant l'intérêt que le fait de me décider quand même à regarder vraiment ce qui me passionne depuis longtemps, la préhistoire, c'est-à-dire et donc la question du temps très long et de durée de temps même que l'on ne peut pas se représenter en fait, hein. C'est un temps qu'on ne peut pas représenter. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur le plan littéraire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on emboîte ce temps-là dans une nouvelle. Parce qu'en fait, les nouvelles, moi, j'en ai pas écrites avant Canoë, en fait. Et là où je trouvais ça intéressant, c'est que c'est immédiatement un cadrage, en fait. C'est immédiatement... ça donne un cadrage, c'est comme une focale, ça cadre un moment, un sentiment, une situation, un souvenir. Donc on est un peu dans une intensité du cadre et qui est aussi une espèce de prélèvement temporel. On voit bien que cette femme, voilà, c'est son rendez-vous, il va s'arrêter, etc. Et revient quand même toute cette histoire de campement. Et ce camp de la rue Henri Farman, c'était un campement particulier parce que ça a été aussi on a trouvé cette mâchoire humaine parmi d'autres débris phoniques, parmi d'autres foyers. Bon, tout ça, j'ai trouvé ça, moi, extrêmement passionnant. C'était un camp où il y avait plein d'ateliers pour gratter les peaux, de la boucherie, etc. Donc on est là au Mésolithique, c'est-à-dire autour de 10 000, entre 10 et 12 000 ans à peu près. Et il y a cette bouche. Tu nous lirais quelques lignes ? Ah oui. Ah mais oui, alors je vais vous dire justement de cette nouvelle-là, par exemple. Ah oui, voilà. La consultation s'achève. La dentiste m'a remis les papiers un à un en récapitulant tout, professionnel. Je lui ai présenté ma carte vitale et ma carte de crédit et maintenant je range mes affaires dans mon sac à dos. Je m'apprête à lever le camp, mais elle ne bouge pas. Je ne vois pas ce qu'elle regarde sur l'ordinateur, mais son expression change. Elle fronce les yeux, ses doigts cliquent sur la souris et son visage s'éclaire lorsqu'elle fait pivoter vers moi l'écran où revient la photographie de la mandibule, la grande relique. Et nous lisons à voix haute, proche soudain, épaule contre épaule, par-dessus son bureau. Sur les berges d'un ancien bras de la Seine, des nomades, les derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, établissent leur campement, des haltes de chasse, des bivouacs. À plusieurs reprises, ils s'arrêtent là, ils traitent le gibier, découpent les viandes, grattent les peaux, taillent les pointes de flèches, abandonnant derrière eux des traces que des archéologues à genoux mettent au jour 10 000 ans plus tard, durant des mois, déchets de silex et de grès, vestiges phoniques, indices d'un foyer et, à l'écart, isolé près d'un fragment de fémur, cette vieille bouche par terre avec ses 4 dents, cet os humain qui insiste, ce débris dont rien n'est venu à bout, ni la terre, ni le fleuve, ni même 10 000 années d'occupation du sol et de conquête du ciel. On ignore si elle est liée à une sépulture. Et devant cette mâchoire sans voix, je me suis demandé comment parlaient ces hommes et ces femmes de la préhistoire. J'aurais voulu les entendre. Aujourd'hui, à la place du champ de fouilles de 2008, il y a un centre de tri de déchets ménagers.
La dentiste s'est relevée, a contourné son bureau, et j'ai accompagné son mouvement synchrone et bien d'aplomb. Une fois sur le seuil, elle m'a répété qu'une mauvaise occlusion de la mâchoire pouvait tout à fait être à l'origine de mes migraines, de mes vertiges, et m'a tendu une main que j'ai saisie sans y être, aimantée par ces gueules de plâtre repoussées dans un coin, ces bouches muettes et fragiles, semblables à des boîtes à clapets mal ajustées, et pensant à la mienne qui ne fermait pas correctement et les rejoindrait bientôt. Voilà. On entend beaucoup de choses. On entend la question de la mort qui affleure à plusieurs reprises dans ton texte, hein, qui est une question que tu traverses souvent et là qui revient dans un ensemble de récits. On entend la question écologique, hein, ce centre de déchets. On entend effectivement cette... Ce centre de déchets qui fait signe aussi au fait que le campement était déjà un centre de tri de déchets. Enfin, on faisait des choses à certains endroits et puis ce qu'on a retrouvé, c'est des débris, c'est des déchets phoniques, il y en avait beaucoup. Donc c'est intéressant de voir que 10 000 ans après, c'est des lieux qui racontent aussi voilà, comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on laisse derrière nous. C'est ça, c'est la question que j'avais envie de te demander. C'est ce thème de la préhistoire, il est très prégnant dans la littérature française contemporaine. Il y a une thèse qui a été même consacrée à cette question il n'y a pas très longtemps. Comment tu expliques ça? Alors, sur le plan personnel, ça vient du fait que je suis reliée du point de vue autobiographique à cette question. D'abord parce que j'ai un lien avec la Dordogne, et donc la Dordogne, c'est une terre de grottes préhistoriques. Il y a cette voilà, je suis pas éloignée de Montignac, où il y a les grottes de Lascaux. J'ai passé un peu mon enfance aussi beaucoup à visiter des grottes, etc. Et puis ça, c'était plutôt durant les vacances. Et puis j'ai grandi au Havre, et avant d'arriver au Havre, le long de la Seine, il y a cette espèce de grand coteau calcaire où il y avait également des grottes que l'on nommait, qui sont en fait des anfractuosités bien moins intéressantes que celles de Dordogne. Mais voilà, il y avait un imaginaire préhistorique, et cet imaginaire, il a été énormément réactivé au moment où j'ai eu, je pense, une quinzaine d'années, par le fait que m'est apparu que c'était toujours des adolescents, des jeunes gens qui étaient à l'origine de la mise au jour des sites préhistoriques connus. Et cette présence, en fait, l'articulaire, c'est-à-dire comme s'il y avait une espèce d'âge, de forme d'innocence qui permettait à ces êtres de voir ce qui était là et que personne n'avait vu. Enfin, c'est la question du fortuit, du hasard, mais qui est toujours portée par des jeunes, par exemple, évidemment à Lascaux, mais aussi à Altamira. C'est souvent des jeunes gens, et ces histoires-là me passionnaient. Et il y a cette idée de l'aventure, de la découverte, l'idée d'aller voir en dessous de quoi est fait le sol, sur quoi reposent nos existences. C'est vraiment le truc que j'écris dans Kiruna, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, il m'a été proposé de descendre dans une mine. Et c'est vrai que c'est un voyage qui m'a intéressée. Là, il y a un imaginaire géologique qui est très fort chez moi. Mais la préhistoire, c'est évidemment la façon dont l'écriture peut se saisir de temps très longs, et comment est-ce qu'elle les emboîte. J'ai écrit un livre pour essayer de raconter ça, c'est-à-dire comment est-ce que quand on reproduit ces cavités, donc en 2016, il y a eu, ça vous a pas échappé, je pense, l'ouverture de 2 grands sites touristiques, en fait, qui ont été mais qui sont pas évidemment que touristiques, qui sont les facsimilés de la grotte de Chauvet à Vallon-Pont d'Arc, et puis de Lascaux à Montignac, qui se sont ouverts la même année. Et évidemment, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait des faux ? Enfin, c'est quoi cette idée de reproduire ces cavités ? Alors évidemment, on n'y a pas accès, donc il y a l'idée de donner à voir ce que l'on ne peut voir, etc. Donc ça, c'est déjà extrêmement fascinant. Mais évidemment que ces lieux qui se sont ouverts ne sont pas seulement des endroits
comme des parcs d'attractions. Enfin, c'est aussi moi, en tout cas, moi, j'ai eu envie de les regarder comme des ateliers où s'élabore quelque chose de l'ordre de la représentation impossible, c'est-à-dire ces facsimilés de grottes, ils disent aussi que pour les refaire, il a fallu les connaître et il a fallu aussi maîtriser des techniques de reproduction qui en disent énormément justement sur tout ce qui se dérobe et tout ce qui se montre. Je les ai vus comme des endroits qui permettaient finalement de rappeler ce qu'on avait oublié, de rendre visible ce qui était désormais fermé, de rebâtir ce qui était détruit, et d'endroits un peu de savoir et de connaissance et de résistance. Et cette fille qui est cette héroïne Paula Karst, elle est l'un des faussaires, en fait, parce qu'on les appelle comme ça dans les ateliers où j'ai été, c'est-à-dire une fille qui va peindre sur les parois du facsimilé, mais qui essaye de se placer dans le geste des peintres du Paléolithique, parce que ces ateliers des facsimilés du Périgord avaient pour idée que on y réunirait les conditions dans lesquelles les peintres du Paléolithique avaient peint, donc en termes de lumière, d'éclairage, en termes d'outils aussi souvent, et même en termes de pigments, ces pigments que les archéologues ont réélaborés à partir de recherches de matériaux naturels qu'ils ont été cherchés dans la vallée de la Vézère, etc. Et évidemment, est-ce qu'on rejoint un temps passé? Ça m'impressionne beaucoup cette question-là. Est-ce qu'on peut rejoindre par la fiction, donc est-ce qu'on peut accéder à des temps si anciens? Évidemment, là pour le coup, c'est de la fiction. Hein. On refait les fresques, on les duplique. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est quoi le mystère de ça? Pourquoi tant de compétences, hein? Parce que c'est tant de compétences, tant de talents, tant d'argent, tant d'accords politiques sont réunis dans ces lieux-là. Qu'est-ce qui se joue même pour notre imaginaire collectif? Il y a plusieurs figures effectivement de faussaires, d'imitateurs, etc. On essaie d'imiter la voix de quelqu'un d'autre pour trouver la bonne tonalité. Et il y en a une qui m'a beaucoup ému, qui est aussi évoquée par Vuillard, qui est celle de Buffalo Bill, qui doit rejouer, au fond, ce que c'est qu'un Indien dans les batailles dont il est le vaincu. Et là, je ne veux pas faire... Tu vas faire de ton texte un texte sur le post-colonialisme, mais la question culturelle, la domination culturelle n'est pas étrangère. Absolument. Et en fait, c'est un signe à un moment donné, parce que je cite le titre du texte d'Éric Vuillard, Tristesse de la Terre. Et c'est vrai que quand je me suis intéressée à cette histoire de Buffalo Bill, donc à Golden, Colorado, est enterré, il y a la tombe de Buffalo Bill. Et puis, bon, je connaissais le livre d'Éric Vuillard, mais quand j'ai fait ce voyage au milieu des années 90, c'est un texte autobiographique, je ne connaissais pas. Pour moi, c'était une figure de western. J'ignorais même qu'il avait été le promoteur, le créateur, l'inventeur de ce grand tour, de ce grand show. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on refait les choses, hein. C'est quoi ce truc de la représentation? Et c'est vrai que ce qui est très terrible, et ce que la narratrice, ça la traverse, c'est que Buffalo Bill avait embauché ceux qui connaissaient évidemment donc des vrais Indiens, hein, qui venaient jouer dans ces spectacles qui étaient donc une espèce de show spectaculaire, leur génocide, alors qu'en temps réel, on était en train de liquider les derniers. C'est-à-dire là, il y avait une espèce d'emboîtement des temps qui était quand même qui était très, à la fois qui dit la violence et puis mais qui dit aussi ce que c'est que la fiction, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours cette histoire de refaire, de rejouer. Et j'avais déjà été assez impressionnée quand j'avais été à Cinecittà d'apprendre
que ces studios, parce que cette héroïne Paula Cars, toujours elle va évidemment travailler dans les studios de cinéma pour faire des décors, pour donner des décors à la fiction. Alors, qu'est-ce que c'est que donner des décors à la fiction? C'est quoi l'imitation, etc. Et c'est vrai que en faisant des recherches et en allant là-bas sur place, j'apprends à un moment donné que, effectivement, le camp devient un camp de réfugiés à la fin de la guerre. Et ça, je ne savais pas. C'est-à-dire que des êtres qui n'avaient plus de pays, de lieu où vivre, alors plutôt des gens qui venaient de la Yougoslavie, voilà, du sud et du sud-est de l'Europe, se sont retrouvés dans ces lieux de cinéma, donc dans les lieux en plus inventés par le fascisme, enfin inventés par Mussolini pour porter la propagande. À la fin de la guerre, ce sont les réfugiés qui viennent vivre là. Et il y a là ce moment du néo-réalisme italien où on ne tourne pas dans les studios. Ça dure, eux ils restent là, ils vivent là. Et à un moment donné, les Américains, donc eux, la fabrique à images hollywoodienne s'exporte à Rome et vient faire embaucher, en fait, recruter les réfugiés pour jouer leur propre rôle dans des films de guerre et dans tous les films un peu aussi des western spaghetti, enfin tout ce que Hollywood va venir tourner là. Et c'est vrai que ces formes-là, je les trouve très impressionnantes et que je pense que, je disais tout à l'heure aux élèves cette phrase de Rancière qui dit que le monde a besoin d'être fictionné pour être pensé. Et c'est vrai que la fiction a son rôle à jouer là-dedans. Je trouve que c'est assez fort. Et alors dans le livre de Canoë, qui est un peu le livre d'après ce livre Un monde à portée de main, on retrouve quand même les éclats de la préhistoire, les grands singes, Jane Goodall, l'imaginaire géologique hyper fort, et puis toute cette espèce de malaise dans la voix. La narratrice dans le passage que j'ai lu, elle se déplace parce qu'elle a des vertiges, parce qu'elle a des migraines, et parce qu'elle a des malaises, en fait. Et alors, elle a et on pense que c'est peut-être un problème de mâchoire, comme on pense parfois que c'est un problème ophtalmique, etc. Et voilà, et ça se noue comme ça. Et c'est vrai que chaque nouvelle essaye de traiter un hiatus. Et il est évidemment question d'imitation, il est question de traduction, il est question de parler sur la voix d'un autre, lire un texte de Baudelaire qui lui-même traduit un texte d'Edgar Poe. Et voilà, et ces voix, les voix de Canoë, elles racontent tout ça pour moi. Oui, dans cette nouvelle qui évoque les personnes déplacées, comme on les appelait à Cinecittà, effectivement, c'est aussi une femme déplacée, peut-être, hein, qui apprend une langue pour essayer de fuir quelque chose. Oui, j'ai le sentiment que souvent, les figures, les personnages, les figures romanesques qui m'intéressent sont toujours des gens qui sont jamais complètement à leur place. Il y a toujours quelque chose qui vient les bouger, les déplacer. Alors, c'est très explicite dans Mustang. Et d'ailleurs, c'est un livre Canoë que j'ai écrit, d'ailleurs, dans un moment où on était tous en plein hiatus total, enfin, puisqu'on était en pleine pandémie, donc confinés chez nous, la moitié de la planète étant confinée à ce moment-là. Et en fait, je les ai écrits les uns derrière les autres, enfin les uns après les autres, les uns en fonction des autres. C'est pour ça que pour moi, je parle de romans en pièces détachées, parce que tous les textes se parlent. Alors bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que ça ne s'appelle pas nouvelle, parce qu'en fait, pour moi, c'est réellement une composition autour d'un gros texte central, les 7 autres étant plutôt des satellites, fonctionnant comme et qui le répercute et qui le réverbère, qui réverbère le texte central. Et cette composition, elle est aussi marquée par le fait que ce texte est quand même un récit autobiographique avant d'être une fiction. Il y a une poche fictionnelle autour d'un revolver dans une boîte à gants, mais sinon, c'est réellement, c'est vraiment la première fois que je suis si explicitement dans l'autobiographie. Mes livres sont toujours personnels et je pense qu'on n'a pas besoin d'être
dans le registre autobiographique pour écrire des livres personnels, pas du tout. Mais c'est vrai que là, en revanche, j'ai eu envie de raconter comment moi j'avais capté cette voix, étant donné que la voix, c'est aussi un motif très littéraire. Et quand j'entendais voix, j'entendais l'irréductibilité des êtres, le fait que chacun a la sienne, mais aussi l'idée que on n'a pas accès à sa propre voix, qui est quand même cette chose incroyable que là je suis sonorisée, donc je m'entends un peu, mais sinon personne ne s'entend. Et c'est assez troublant de se dire que il y a 7,5 milliards de voix sur Terre, hein, et que donc ça fonctionne vraiment comme une empreinte digitale, la voix, parce on peut même sécuriser des paiements en ligne par de la biométrie vocale, comme de la reconnaissance faciale. Et je trouve que c'est fou de se dire que chacun est distinct de tous les autres par sa voix, par le grain de sa voix, etc., mais que par ailleurs, il n'y a pas accès. C'est-à-dire que vous ne m'entendez pas comme je m'entends. Moi, je vous entends comme vous vous entendez pas. Personne n'a accès à sa propre voix, à moins qu'elle soit sonorisée. Ça, c'est super, par ailleurs. C'est toute la question du répondeur des voix enregistrées. Et la voix enregistrée, elle a cela d'extrêmement troublant que tout d'un coup, vous entendez vraiment votre voix. Donc, il faut passer aussi par l'artefact, par la technique, pour avoir accès à sa voix. Ça, c'est aussi pour ça que dans ce recueil, il est question de voix enregistrées, d'enregistrement et beaucoup de radio. Il y a un peu des radios partout. Et ça, c'est quelque chose qui me trouble énormément. Donc, mais c'est aussi, il y a ce motif très matériel. Alors ça, c'est comme quand j'avais essayé d'attraper le cœur par la double prise du muscle et du symbole. Là, la voix, c'est aussi un muscle, et c'est aussi un symbole, mais alors là, très littéraire, parce qu'on parle beaucoup, la voix des peintres, etc. Et c'est vrai que moi, la voix des poètes, etc. Et moi, je m'étais dit, voilà, je voudrais essayer de revenir sur le moment où j'ai entendu ma voix, mais ça métaphorise le moment où je passe à l'écriture. Et c'est vrai que ça m'a ramené à ces dérives en bagnole où on chante à voix haute et où l'habitacle fonctionne comme un micro, en fait. Et je vois bien que c'est vrai qu'elle m'a dit, voilà, peut-être que ces virées en bagnole n'avaient pas d'autre fonction que de me permettre d'entendre ma voix. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça raconte bien mieux que toute autre scène un moment où, ce moment où déjà assez âgé, où ma vie est déjà bien commencée. Voilà, il y a ce moment où j'écris ce premier livre et j'ai déjà presque 30 ans. Et c'est un moment, en fait, en tout cas, qui me modifie à tel point que je rentre en France changée et quelque chose s'est déclenché qui ne s'est jamais plus arrêté. Mais il a fallu en passer par cette espèce de hiatus, de dépaysement, du fait que je n'étais pas dans ma langue, etc. Tu nous en diras encore quelques lignes avec ce travail étrange où effectivement tu vas t'entendre lire ta propre voix. Je ne sais pas si tu te reconnais dans le texte que tu lis, c'est une question. Est-ce que tu te lis comme toi-même ? Qu'est-ce que c'est de se lire au fond ? Je pense que je me lis comme. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup lire en public. Enfin, j'aime beaucoup lire en ayant une voix sonorisée. Parce qu'à ce moment-là, j'entends, j'ai l'impression d'avoir accès réellement à ma voix singulière. Vous voyez, c'est cette voix-là, c'est la mienne. C'est pour ça, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai inscrit beaucoup de lectures dans le travail d'écriture. C'est-à-dire que il y a ce truc qu'on partage avec plein d'auteurs qui est de tester le texte en le lisant. Alors on parle toujours du gueuloir de Flaubert, etc. C'est l'idée de voir comment il sonne, sur le plan euphonique, sur le plan du rythme, de la respiration, comment il prend place sur le plan sonore, sur le plan de l'oralité. Ça, c'est une chose. C'est important. Bon, moi, je peux tester aussi, comme j'ai parfois une phrase assez longue, si jamais ça s'effondre, si ça tient, etc. Mais c'est pas pour ça que je le fais, je pense. Je le fais pour m'entendre, en fait, parce qu'à ce moment-là,
je suis totalement en phase avec mon écriture. J'ai un peu du mal à l'expliquer, c'est-à-dire j'ai le sentiment d'ailleurs que les textes prennent réellement naissance à partir du moment où je les ai lus, et comme si je les activais depuis mon corps, et que quand je m'entends lire, il y a une espèce de... La singularité peut-être de moi en tant que personne aussi, elle se donne à ce moment-là. C'est une performance presque. Ah non, c'est vrai. Bon, non, mais de toute façon, je pense que évidemment que la phrase, elle dit beaucoup du tempérament de quelqu'un, de sa singularité, etc. Et que les lectures à voix haute, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles disent ça. Alors, attendez. Les virées en Mustang sont devenues quotidiennes, se déclenchent quand l'après-midi se creuse, que la lumière blanchit et que tout autour de moi semble suspendu à cette action, ramasser les clés de la voiture, les rafler d'un seul geste et hop. Au début, je leur ai cherché un prétexte, une simple course, un cahier ligné à couverture souple, un stylo noir à pointe fine, un roman, un journal en français, des pellicules photos, des timbres et des enveloppes. Le tout motivant des dérives automobiles qui duraient plusieurs heures et me portaient loin, au-delà des limites de mon périmètre familier, ne s'achevant qu'en fin de journée devant la porte de l'école de David Crockett. Mais peu à peu, j'ai lâché ces points autour desquels se déployaient plus ou moins consciemment mes trajectoires et suis partie comme ça, sans autre visée que celle de rouler, confiée à la surface, au flux urbain, immersif, aléatoire. Je m'assieds au volant en prenant soin de régler l'inclination du dossier, la distance des pédales, puis je démarre et bientôt stabilise une vitesse lente et continue, une vitesse de croisière, et me projette au hasard, décentré, désorienté, multipliant les variations, les écarts, les déroutages, les perspectives. Souvent, une fois lancé, j'allume l'autoradio, aussitôt assailli par les prêches religieux que débitent d'une fréquence à l'autre des voix mâles aux modulations perverses, tour à tour séductrices et menaçantes, caverneuses, des prêches que j'écarte, choisissant la musique, un air, une chanson que je pourrais chanter moi aussi, à voix haute, à voix forte même, à gorge déployée, dit-on. C'est si bon de chanter fort en secouant la tête. Et si je baisse le volume, je perçois alors ma propre voix, furtive mais incroyablement nette. Elle me revient, elle insiste, comme si ces heures seules en voiture ne servaient qu'à ça, l'entendre. Ni errance, ni même exploration. Ces heures s'étirent dans une forme d'appréhension excitée, un jeu ouvert, où la monotonie de la banlieue, sa continuité infinie, mais aussi les échappées sur les collines, dans les plis rocheux de la montagne, peuvent à tout moment faire revenir une image, une pensée, une voix, et relier en moi ce qui se tenait disjoint. Relié en moi, on a de la réparation dans ce recueil. Hein. On répare la mâchoire, on offre une pierre. Oui. Est-ce que les choses, finalement, par des manières différentes, est-ce que les voix finissent par s'ajuster? Est-ce que ce hiatus fondamental, il finit par se régler? Est-ce qu'on arrive à une polyphonie organisée, ou est-ce qu'il reste quand même quelque chose qui à le résoudre, à le résoudre, ou est-ce que le récit continue un petit peu à rester de biais? Ce récit-là, j'ai le sentiment que l'écriture, en exposant ce hiatus, en fait, parce que et pour moi aussi, puisqu'en fait, évidemment que quand j'ai écrit ce texte, j'ai pas écrit ce dont je me souvenais. C'est parce que je l'ai écrit que j'ai eu accès à cette expérience et que j'ai eu accès à la mémoire de ce voyage. Enfin, c'est parce que j'ai écrit que j'ai eu accès à ce qui s'est passé pour moi au Colorado au milieu des années 90. Je ne me suis pas dit, tiens, raconte ça, etc. Je suis d'abord partie de cette image des pièces détachées et de l'accident, parce qu'en fait,
ce qui a motivé l'écriture de ce texte, c'était aussi cet accident qui m'est arrivé au volant de cette voiture qui était comme une voiture iconique, qui est la voiture de la fiction américaine, la voiture des poursuites en voiture, de bolide de Steve McQueen, etc., qui était ma voiture américaine. Et aussi un rapport à la fiction très fort, parce qu'en fait, quand je suis allée là-bas, je le dis un peu, j'ai eu le sentiment d'être dans un pays que je connaissais déjà, et que je connaissais déjà par la fiction, parce qu'en fait, au milieu des années 90, ça ne serait pas forcément le cas aujourd'hui, ou plutôt aujourd'hui, il y aurait d'autres pays à propos desquels on a des représentations cinématographiques notamment, ou de séries si importantes qu'on a le sentiment de les connaître avant d'y être allé. Mais je crois quand même que, voilà, au milieu des années 90, quand on allait aux États-Unis, on allait dans un pays que l'on connaissait par les séries, par le cinéma, un peu, et le Colorado, spécifiquement, on le connaissait par le western. Or, il se trouve que moi, j'ai vu beaucoup de westerns entre, je ne sais pas, 4, 5 et 15 ans, en fait. Voilà, c'est un genre assez prisé chez moi. On regardait pas mal de westerns. Et quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai eu le sentiment d'être dans l'écran. Et je dis, voilà, il n'y a plus les bandeaux noirs. Et je suis rentrée dans le paysage. Et je suis dans le paysage. Et il y a un peu comme dans le film de Woody Allen. Et en fait, la rose pourpre du Caire, où le personnage de Mia Farrow traverse l'écran. Mais c'est vrai que il se trouve que dans cette histoire-là, je raconte aussi un événement assez triste qui m'est arrivé, qui passe très furtivement. Et l'écrivant, je vois bien que, en tout cas, je comprends que ce couple et cet enfant se déplacent aux États-Unis un peu pour réparer quelque chose, en tout cas un peu pour dépasser une forme de tristesse, un peu pour continuer. D'ailleurs, il lui dit, on va laisser derrière tout ce qui blesse et on va se réinventer ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même quelque chose qui revient pas mal dans mes textes. Et ce texte-là, il est un peu emblématique de tout mon travail, parce qu'il y a quand même ça. Il y a l'idée qu'en écrivant Mustang, j'ai compris aussi ce que j'étais allée faire là-bas. Alors, tout n'est pas explicite, au sens où il y a de l'implicite, y compris même le moment où j'écris mon premier livre. À ce moment-là, je cite souvent cette phrase de Coltès que j'adore. Il dit... donc Bernard-Marie Coltès, quand il écrit à un moment quand je suis triste, je n'écris pas je suis triste, j'écris je vais faire un tour. Et ça, je trouve que c'est toute la fiction pour moi, elle est contenue là-dedans. C'est-à-dire que j'écris pas et je me suis mise à écrire un roman. Je dis j'ai passé mon permis de conduire. Et l'écriture de ce texte, elle a été vraiment particulière parce qu'en fait, il y a eu vraiment cette idée que l'écrivant, j'ai aussi eu accès à une expérience passée et qui tenait lieu d'une forme aussi de réparation, mais alors là, totalement autobiographique et personnelle. C'est quelque chose on t'a parfois reproché, ton optimisme dans un moment culturel peut-être qui est largement marqué par des malaises. Je ne dirais pas que c'est de l'optimisme. Moi, je ne revendique pas du tout l'idée de l'optimisme. Je pense que je ne sais pas si c'est pire que ça ou moins que ça, mais c'est vrai que mes livres comportent une forme de positivité, c'est-à-dire c'est des livres très actifs où des choses s'accomplissent. On construit des ponts, on transfère des cœurs, on apprend à peindre, on se déplace, on prend des trains, on veut fuir la conscription, on descend dans des mines. C'est pas c'est des livres qui ont cette forme d'activité. Je les vois comme des livres qui sont mus quand même par des principes très actifs. Et je pense que c'est ce caractère très actif qui, s'opposant à ce qui pourrait être peut-être une forme de pétrification, de malaise paralysant, de
et qui parfois, c'est d'ailleurs très asymétrique, au sens où le hiatus, c'est aussi l'asymétrie entre finalement, dans Mustang, la narratrice, elle déambule, elle fait plein de choses aussi. Elle prend le bus, elle va à Denver voir le musée des Indiens. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette... je pense que l'activité qu'elle déploie est asymétriquement opposée en fait au malaise qui est le sien. Et moi, je ne défends pas l'idée d'une littérature optimiste. Je pense qu'avec Naissance d'un pont, qui a été compris et qui est d'ailleurs, et c'est vrai, enfin, de toute façon, pour moi, c'est important, comme un livre très épique, aussi très actif. Je crois que ça portait quelque chose de... on réalise des choses. Et le seul fait de réaliser ou d'être en action porte une espèce de positivité du corps qui peut confiner à l'optimisme. Mais je crois que dans aucun de mes livres, il y a l'idée que tout est bien dans ce monde. D'ailleurs, dans Corniche Kennedy, c'est un livre qui n'est pas du tout, pour le coup... qui n'est ni optimiste ni pessimiste. Il met sur la marge d'une ville une bande d'adolescents qui essayent de subvertir un espace en se l'appropriant, et entre le monde des pulsions et le monde du désir qui est vraiment et puis le monde des lois, le monde des hommes qui les compriment. Ils sont comme ça sur cette espèce de brèche, et rien que ce dispositif spatial montre qu'il y a montre que c'est difficile. C'est des livres où les gens s'entraident, où le collectif fonctionne. Oui, c'est vrai. En tout cas, dans les deux suivants, Naissance d'un pont et surtout Réparer les vivants. Mais je pense que c'est pas Réparer les vivants aussi que j'ai été assez vue comme ça. Alors moi, j'ai coutume de dire, parce qu'on a dans la même veine cette idée de livre optimiste que je trouve en fait mal pensée. Pour moi, c'est plutôt des livres où l'action s'accomplit. Il y a aussi l'idée il n'y a pas de méchant dans tes livres. C'est vrai que j'ai entendu ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure de la négativité, il n'y a pas de figure qui endosse la négativité. Alors ça, c'est parce que, d'une part, j'essaye de me départir d'une espèce d'iconologie spectaculaire où il y aurait des êtres qui endosseraient la négativité de tout, c'est-à-dire des êtres purement négatifs. Le seul être comme ça, qui est le boa dans Naissance d'un pont, il est très caricatural, au fond. C'est pas un personnage avec lequel je suis très à l'aise 10 ans plus tard. Je trouve que est-ce que tout est si simple que ça ? C'est un personnage très négatif, on pourrait dire un personnage odieux, insupportable. Bon, il est aussi pris dans cette espèce de moment où il est le maire de cette ville, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans mes livres, ce qui est sûr, il n'y a pas de figure de la négativité, de monstres, de méchants. Je trouve que c'est assez naïf, cette question du méchant, et peut-être par réalisme, je m'éloigne de cette figure-là. En revanche, dans mes livres, alors ça, il y a de l'adversité. C'est-à-dire, c'est en ce sens-là qu'il y a de l'adversité, ça échoue, c'est presque bon. Je dirais ça, c'est presque bien. Le pont, il arrive sur l'autre rive, mais il n'y a pas les raccordements ne sont pas faits. On ne sait pas comment on va l'utiliser. Le cœur, il arrive, mais c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de cette receveuse. On s'arrête au moment où, oui, il y a quelque chose, il y a un épuisement. Moi, je suis plutôt un auteur de l'épuisement, de l'adversité. C'est difficile. On n'est pas dans un grand optimiste où tout est tranquille, etc. Et même dans Canoë, je trouve qu'il y a de l'adversité. Une fille veut bosser à la radio. Il faut qu'elle baisse sa voix, il faut prendre un coach vocal.
Et l'autre lui dit, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu n'es pas en train de céder à la mascarade de la petite voix des femmes? Alors justement, il y a quelque chose qui est très nouveau dans ce texte-là, c'est que c'est un livre sur les femmes, où les femmes s'entraînent. Ce matin, il y avait une belle communication sur Chloé Delhomme et la sororité. Et il y a un peu de sororité quand même dans ton texte. Oui, mais je trouvais que... Alors c'est vrai que je pense que la sororité, j'ai écrit un roman il y a longtemps qui s'appelait Dans les rapides, où il y avait trois filles de 15 ans qui étaient face à la musique de l'adolescence, et c'était vraiment comme des sœurs. Et c'est vrai que ces livres de complicité féminine, c'est fort pour moi. Dans Un monde à portée de main, il y a quand même il y a Paula, Karst, et puis il y a son amie Kate, l'écossaise, qui est un peu la grande... Bon, j'aime assez, effectivement, travailler cette idée des sœurs. Mais là, pour moi, dans cette nouvelle-là, l'enjeu, c'était beaucoup plus d'attraper le féminisme par la question de la voix et d'en faire une question compliquée. C'est-à-dire, alors pas sur le plan... ce qui n'est pas compliqué, c'est de comprendre et d'écrire en quoi le féminisme est une émancipation, et en quoi ce qui arrive en ce moment, on l'accompagne. Mais là c'est compliqué. C'est deux amies qui se retrouvent. Elles ne se sont pas vues depuis un certain temps, et la narratrice, face à son amie, trouve qu'il y a quelque chose qu'elle ne reconnaît pas. Elle a l'impression d'être face au sosie de son amie. Il y a quelque chose il y a un hiatus. Elle n'entend pas pareil. Ça diphtongue un peu presque. Elle dit, voilà, j'ai l'impression d'être face à Zoé comme face à un sosie d'elle-même. Elle a changé sa voix. Et elle comprend que son amie dont la voix était comme un ruisseau de montagne. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle Limaille de fer et ruisseau de montagne. C'est-à-dire l'idée que sa voix était haute, aiguë, une voix très ferme, très tonique, mais qui peut être très haute, un peu comme une voix de chanteuse lyrique. Hein. Et cette voix, c'est comme ça que la narratrice est face à cette amie, et elle est face à cette voix qu'elle reconnaît comme étant porteuse de la singularité de son amie et porteuse de tout ce que son amie et elle ont vécu ensemble, notamment quand elles chantaient ensemble en randonnée, etc. La voix, elle dit, la voix de Zoé, c'est son paysage, et ce paysage, c'est ce que j'aime en fait. Hein. C'est ce qu'elle dit aussi dans une autre nouvelle à propos de la voix de son compagnon. Cette voix, c'était mon paysage, c'était plus que mon pays. Hein. Donc les gens qui changent leur voix, ils changent un paysage sonore qui est parfois plus prégnant sur le plan de l'imaginaire et le plan de l'émotion intérieure. On parlera peut-être de la voix des morts, hein, qui est vraiment l'objet d'une autre nouvelle, mais pour le coup, dans Ruisseau et Limaille de fer, pour moi, il y a cette idée que cette amie, déjà, elle a beau écouter que son ami lui dit, voilà, à la radio, il y a une discrimination des voix aiguës qui porte l'image de la fragilité, hein, c'est très vite de l'hystérie, et l'utérus qui remonte dans la gorge, c'est-à-dire des voix qui peuvent se briser, des voix fragiles, alors que pour parler à la radio, et notamment pour annoncer les nouvelles, l'actualité, on prend plutôt des voix mâles, des voix graves avant tout, des voix rassurantes, des voix qui inspirent la confiance. La voix aiguë, on ne lui fait pas confiance. Et alors, évidemment que la controverse vient du fait que, dans un premier temps, la narratrice lui dit « Mais tu vas changer ce qui fait que tu es toi. Est-ce que tu n'es pas en train de te soumettre, en fait, à ces codes qui sont... en fait, tu as tellement bien intériorisé les injonctions actuelles que la voix grave est la voix de l'assurance et la voix du savoir et de la compétence. Tu as tellement bien intégré ça que tu es prête à changer ta voix. Elle dit à son amie, tu n'es pas du tout... tu penses à l'envers, en fait. C'est pas en accédant au micro que tu vas en fait faire quelque chose pour toi-même en tant que femme, justement, mais c'est au contraire, en changeant ta voix, et
tu intériorises et finalement tu te soumets aux injonctions du milieu. Chose auquel répond justement son ami, qui là induit un espèce de biais qui est encore autre chose, qui lui dit mais la petite voix des femmes. Il y a un article assez célèbre sur la mascarade justement qui raconte comment, qui expose, qui essaye de démontrer que cette voix, la voix qu'ont stabilisé les femmes, c'est une mascarade. C'est une mascarade pour ne pas inquiéter, stabiliser depuis très longtemps. Et d'ailleurs, depuis les premiers groupes humains sûrement, pour ne pas inquiéter le pouvoir des mâles du groupe, quoi, que les femmes très tôt ont commencé à adopter une petite voix qui n'inquiétait pas, qui faisait... Voilà, et ça, c'est la mascarade. Et elle lui dit, mais... Donc, ça pose une controverse. Et ça, j'aime ça. C'est prendre la question du féminisme déjà un peu à la racine, enfin, dans sa radicalité au sens racinaire, c'est-à-dire, c'est quoi une voix de femme ? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas des voix de femmes, c'est-à-dire des voix aiguës, dans la mesure où la voix de femme est une voix aiguë, etc. Comment est-ce qu'on se débrouille avec ça ? Qu'est-ce que ça dit du chant contemporain ? Qu'est-ce que ça dit du monde où on vit ? Alors ça, c'est complètement mon terrain comme manière de travailler. C'est pas là... on avance doucement. Moi, je suis jamais tellement en avance sur le lecteur, en fait. D'ailleurs, dans mes livres, j'avance. Le lecteur, il avance avec moi, en fait. Cette synchronie, elle m'intéresse. J'écris, voilà, c'est dans un pas à pas. Et c'est vrai que, finalement, ce que j'aime dans cette nouvelle, c'est que la controverse, elle est riche. Ces deux filles, on voit qu'elles ont envie de faire des choses, elles ont envie d'agir, de prendre leur place dans le monde. Et comment on fait ? Est-ce qu'on rabat sur ses désirs pour conserver un grain de voix ? Est-ce qu'au contraire, on change ça pour accéder à autre chose ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je trouve que c'est intéressant. Et en fait, ça me correspond comme façon de prendre le féminisme, en fait, comme une question littéraire, en fait. Parce que ce qui est beau, c'est qu'il y a, en fait, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a des femmes de tous les âges et beaucoup de jeunesse, hein, comme toujours chez toi, la jeunesse très importante, mais il y a aussi cette voix des morts que tu viens d'évoquer. Et en te lisant, je pensais, il y a un texte qui s'appelle La voix des morts, qui est un texte de Marcel Schwab de la fin du XIXe siècle, où pour la première fois, il entend un mort. Il entend Stevenson sur un phonographe. Et c'est une expérience troublante. Pour la première fois dans l'humanité, on entend la voix de quelqu'un qui n'est plus. Pour la première fois, résonne une voix qui n'est plus énoncée. Et c'est quelque chose qui apparaît et que tu fais apparaître de manière très, très, très amusante à travers un répondeur téléphonique. Tu pourrais nous... Oui, c'est encore une fois, c'est à travers la trivialité d'une scène très quotidienne. Et je pense que on est très nombreux à l'avoir vécu, avoir été finalement mis face à la voix enregistrée d'un être proche qui est mort, d'un être aimé. Et ces voix qui traînent sur les répondeurs, vous voyez, ces voix enregistrées, qui peuplent quand même notre vie. Alors, ça c'est ce que j'ai aimé, ce que j'aime dans cette nouvelle, et c'est vraiment l'idée que ce soit une nouvelle, comme d'ailleurs l'histoire de la controverse précédemment dans Ruisseau et l'émail de fer. Dans Un oiseau léger, c'est une nouvelle, c'est-à-dire c'est vraiment un moment, une dispute. Il y a cette espèce de malaise, encore une fois, de la fille qui ne peut plus supporter d'entendre la voix de sa mère, qui est morte depuis plus de 5 ans sur le répondeur, qui demande à son père de l'effacer et qu'il lui demande, qu'il le supplie, et on sent qu'elle souffre, enfin, que c'est pas comme... Alors, elle invoque quand même le regard social. Elle dit, tu vois pas que tu passes pour un fou, tout le monde pense que tu es fou. C'est trop long, il y a de l'excès, il y a de l'abus, c'est excessif, il y a un geste, il y a quelque chose qui, comme on dirait, c'est abusé, là. Ça fait 5 ans, et tous ceux qui appellent, ils tombent sur cette voix, et elle le dit comme ça, et c'est vrai que face à elle, le père retient cette voix, la retient. Quoi. Et avec l'idée très belle, qui est une idée un peu antique, hein, que finalement le corps humain n'est pas autre chose que l'enveloppe de la voix. Hein,
qu'en fait que le corps humain n'est pas autre chose que cette espèce de contenant, que cette espèce de boîte, de contenant qui contiendrait la voix humaine, ce qui serait ce qu'il y a de plus précieux en fait. Hein. Et lui, voilà, il dit voilà, c'est le seul enregistrement que j'ai d'elle, et aussi l'idée que la voix des morts, elle est totalement disruptive. Enfin, c'est l'énorme malaise, c'est l'énorme, pour continuer sur cette histoire de malaise, c'est l'énorme hiatus contemporain. C'est que la voix des morts, elle défait le temps, dans la mesure où une voix, c'est immédiatement du corps. La voix, elle incarne immédiatement. La voix, c'est de la présence. Et que l'enregistrement d'une voix, c'est l'enregistrement d'un être dans sa présence, enfin dans son incarnation à l'instant où celle-ci se fait par la vibration de souffle insufflé des poumons sur les plis vocaux qui sont situés voilà, à la 5e vertèbre du larynx, et puis après ce souffle qui va emplir cette chambre phonatoire, etc. C'est-à-dire que la voix, c'est ce souffle, le souffle c'est la vie, donc il y a quelque chose d'assez puissant à se dire que quand on enregistre quelqu'un, on attrape finalement le présent de cette personne. C'est presque aussi troublant que la photographie. Hein. On a beaucoup d'ailleurs écrit sur la photographie, l'idée d'arrêter le temps, l'idée cette idée de capture. Et il y a la même chose qui pourrait, et peut-être plus puissante pour moi en ce qui concerne la voix humaine, parce que la voix humaine, il y a la notion d'écho, de résonance, hein, il y a la notion de rémanence de la vibration, hein, et cette rémanence vibratoire, elle nous place dans la résonance d'un être. Et c'est aussi pour ça que cet homme ne veut pas se séparer de cette voix. Alors il bricole un truc qui est d'ailleurs assez... Sa fille souffre et c'est insupportable pour lui de voir sa fille souffrir, mais cette voix, il veut pouvoir se reconnecter à elle comme on se reconnecte au présent d'un être que l'on a aimé. Et c'est vrai que le hiatus, c'est que cette voix, elle défait le temps. D'ailleurs, elle a dit la voix des morts défait le temps. C'est comme écouter Stevenson, ou comme quand j'écoutais, par exemple, il n'y a pas longtemps, la voix de Virginia Woolf. Je trouvais ça très fou comme expérience. Pas tant ce qu'elle disait, qui était déjà bien, mais cette voix qui me revenait depuis par l'écran, Internet, etc. Il y a cette bibliothèque de voix maintenant à la BNF et on peut se connecter à la voix d'Apollinaire. Enfin, c'est extrêmement troublant. Et c'est vrai que la voix enregistrée qui se réinvite, elle défait, oui, elle vient casser le temps, elle vient défaire une continuité. C'est en ce sens-là qu'elle fait hiatus, c'est-à-dire qu'elle est disruptive, elle est discontinue. Elle brise la continuité du temps. Elle revient et elle brise. Et c'est insupportable. Le seul moyen, peut-être, qu'il trouve, c'est d'en faire une archive, de donner à cette voix le statut d'archive. Donc, ils l'enregistrent chacun sur leur téléphone. Et le texte se clôt à cet endroit. Ils libèrent et donc ils effacent la bande du répondeur. Et chacun a pour soi l'archive, une archive intime, en fait, parce que le répondeur, c'est le répondeur de l'appartement, dont c'est aussi l'interface sociale, en fait. Hein. Et c'est insupportable pour la fille, notamment. Et voilà, et je trouve que c'est intéressant, cette idée que les voix enregistrées... Et j'avais, d'ailleurs, dans Réparer les vivants, j'avais fait cette espèce de développement sur le moment des annonces, quoi. L'idée que annoncer... à un moment donné, la mère doit annoncer au père que leur fils est dans le coma et que c'est grave. Elle n'en sait pas plus, mais c'est grave. Et elle voit bien que son appel va briser la continuité temporelle de la vie de l'autre à l'autre bout du fil. C'est-à-dire que par sa voix, elle va inciser un temps. Et ce temps, cette incision, elle est aussi très violente parce que c'est l'annonce de la mort. Enfin, à ce moment-là, du coma. Mais la voix, même quelqu'un qui vous appelle, il n'est pas dans la même réalité que vous. Parfois, il est à l'autre bout du monde. C'est aussi dans Mustang. Elle se dit, mais
la narratrice arrive à penser à la voix de Sam, son compagnon, son mari, comme son paysage, elle montre comment cette voix vient de loin, parfois vient de l'autre bout du monde, et que quand elle l'entend, cette voix, elle défait quand même le temps, son présent. C'est tout le cas des décalages horaires, qui est toujours assez fascinant. La voix, il y a quasiment toujours une forme de malaise au sens où ça brise l'aisance. Ce serait malaise dans le sens où ça casse une aisance. Le téléphone, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas supporter ça, parce qu'on n'est pas en plein présent. On est dans des réalités différentes, dans des lieux différents, dans des temps différents parfois. Et on est relié par... voilà. Et parfois, ça peut être malaisant, parce que maintenant, il y a ce nouveau mot de malaisant qui s'est invité dans notre société. Tout le monde dit c'est malaisant. C'est quoi malaisant? Malaisant, c'est que ça rompt quelque chose, c'est que ça brise une continuité, c'est que ça déstabilise, que ça peut un peu dégoûter aussi. Il y a un peu ça dans l'idée du malaise. Alors, voilà. Merci infiniment. Peut-être c'est le moment pour donner les questions à la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro ou si je donne le mien. Non, il y a un micro qui est prévu. Le thème du colloque, c'est le malaise dans le roman français. Oui, pardon. Excusez-moi, je pensais que... Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle le malaise français? Pourquoi les Français sont-ils si malheureux? Si vous avez un point de vue... Si vous avez un point de vue, je n'attends pas nécessairement de vous que vous en ayez un, mais... Non, si vous voulez, ce qui me met mal à l'aise, pour le coup, vraiment, ce serait de m'exprimer sur une idée pas travaillée, vous voyez, de tenir un propos très général et pas très étayé, parce qu'il faudrait d'abord être certain que les Français sont malheureux. On nous dit que les Français sont malheureux et qu'ils voudraient... peut-être revenir un temps d'avant et qui regrette peut-être un temps révolu. J'en suis pas certaine. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être ça, le malheur actuel en France, cette idée qu'il y aurait un malheur parce que... qui tiendrait à quelque chose de l'ordre de la nostalgie, en tout cas de l'ordre du changement, de qu'est-ce qui change quand on change, qu'est-ce qui change dans notre vie quand ça change, quel est le nouvel aspect du monde et en quoi cet aspect-là, il nous rendrait malheureux. Je ne suis pas sûre que les Français soient malheureux de l'aspect du monde qui a changé, ou en tout cas de leur pays qui a changé. Je ne suis pas non plus très certaine qu'ils soient si malheureux dans ce pays-là. Mais il y a du malaise. Alors en revanche, il y a du malaise. Par exemple, on le voit alors dans le roman. Je ne sais pas, il y a des romans en tout cas qui prennent en charge la question sociale. En tout cas, il y a des romans qui prennent en charge la question de la domination, de la domination entre les hommes et les femmes. Il y a des romans aussi qui prennent en charge un malaise beaucoup plus social encore, qui est peut-être tout simplement la pauvreté, les usines qui ferment, le malaise libéral, enfin le malaise qui est lié au capitalisme et dans sa forme libérale et possiblement et très souvent d'ailleurs inquiétante, presque violente, qui déshumanise aussi voilà, certains... Enfin, qui déshumanise les vies, en fait. Ça, il y a des romans qui font ce travail-là. Et puis, c'est évidemment à mettre en regard avec les crises. Alors, l'idée dans le malaise, on peut revenir aussi... Alors, moi, je parle de hiatus, je parle
tout ce qui est déplacé, disruptif, etc. On peut parler aussi de crise. La crise, qu'est-ce que c'est que... Est-ce que la crise, c'est pas justement ce hiatus? Alors, il y a eu quand même pendant... avant de parler de la pandémie, hein, mais avant, il y a eu quand même en France un mouvement très important qu'on a appelé la crise, ou le mouvement des Gilets jaunes, ou les Gilets jaunes, ou la crise des Gilets jaunes. Ça a pris plusieurs nominations. Et c'est vrai que, voilà, qu'est-ce que ça... des gens se sont rassemblés sur des ronds-points, des gens sont venus toutes les semaines manifester, tous les samedis dans la capitale pour manifester. Et évidemment, on a vu dans ces rassemblements la figuration d'un malaise social très profond qui est lié à peut-être à la problème de représentativité politique, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir représenté. Donc ça, c'est l'énorme malaise politique qu'il y a en France, mais aussi ailleurs. Alors toutes ces questions-là, moi, vous voyez, le malaise, quand vous parlez de malaise, je l'entends comme ça, en fait. Il y a du malaise. On dit aussi, il n'y a pas de malaise. Non, il y a du malaise. Il y a du malaise partout, mais je ne suis pas... ou alors, je n'ai pas envie, si vous voulez, de souscrire à l'idée que les Français sont malheureux et qu'en fait, ils aimaient mieux ce qu'il y avait avant et qu'en fait, le pays tel qu'il est provoque... je pense que le malaise qui serait vous voyez, le refoulé nostalgique qui donne dans sa forme fascisante... je ne pense pas que ce soit dans sa forme fascisante telle qu'elle est en ce moment largement représentée. Et elle se fait entendre, et voyez, où elle se répand en France. Elle ne me semble pas du tout juste, elle ne me semble pas ajustée. Alors je pense que l'expression de ce malaise, enfin, le fait de le brandir, de l'hameçonner en fait, hein, comme un espèce de... On hameçonne toute une société avec l'idée que personne ne reconnaît son pays, qu'on est malheureux, qu'on ressent une tristesse parce qu'on attend aux urgences avec sa mère, parce qu'il y a trop d'étrangers devant. Ça, j'en suis pas du tout persuadée. Mais par ailleurs, il est évidemment indéniable que cet hameçon, il fait venir du monde, enfin, il répond quand même à quelque chose. Et ça, voilà, je ne peux pas l'élucider plus que ça. J'ai été étonnée au cours de cet automne de voir la réponse en face. Vous voyez, c'est-à-dire que comment l'hameçon, cette aimante, ça fait venir, vous voyez, ça attrape quand même. Il y a beaucoup de monde sur cet hameçon-là. Et comme si on répondait d'une certaine manière cette idée du malaise français. Il y a eu auparavant le suicide français, il y a cette espèce d'idée qu'on va répandre la mort. Alors moi, je ne veux pas du tout jouer les optimistes, parce que par ailleurs, je pense que la situation économique, là, elle est difficile en France comme ailleurs, avec en plus quasiment les 2 ans de crise de coronavirus qui ont attaqué les liens sociaux, qui ont été vraiment voilà, terribles sur tous les plans sociaux, mais aussi, j'allais dire, sur le plan des liens, justement, hein, c'est-à-dire le plan des solidarités, etc. Voilà, je pense que ça dit quelque chose quand même aussi de la société dans laquelle on vit. Je ne veux pas du tout dire « Oh, mais pas du tout, on est tous super contents en France ». Pas du tout ce que je dis. Et ce n'est pas du tout ce que je pense, surtout. Je pense qu'il y a du malheur, il y a des crises, il y a de la difficulté sociale. Mais si vous voulez... le terme de malaise, il a cela à la fois d'intense, de riche et aussi de vulnérable, qu'on est aussi sur quelque chose d'impalpable et de possiblement... ça m'évoque immédiatement malaise dans la civilisation, si vous voulez. J'avais pas du tout pensé que ce colloque était sur ce thème, donc enfin, vous voyez, je l'ai appris tout à l'heure, donc ça m'évoque ça, et je pense que le malaise, il n'est pas psychanalytique, il est réellement concret, social. C'est aussi, il faudrait réinjecter plus de social dans la réflexion et peut-être, voyez, plus de classe sociale en fait. Hein.
Pourquoi les... Vous voyez, il y a le livre d'Arnaud Bertina, par exemple, qui vient d'écrire une enquête qui s'appelle « Ceux qui trop supportent ». Il a alors aussi des gens quittent un peu le roman pour se porter vers l'enquête sociale, parce que justement, on peut aussi attraper des choses qui relèvent, enfin, qui révèlent ce malaise-là. Mais moi, j'ai lu un livre vraiment extraordinaire qui est Grande Couronne de Salomé Kiner, qui est paru chez Bourgois, qui est, à mon avis, un très grand livre sur le monde contemporain, sur la jeunesse contemporaine, les adolescents. Et si vous voulez, je trouve que c'est extraordinaire sur le plan justement du malaise. C'est un livre extraordinairement fort et précis, extrêmement bien écrit sur des jeunes filles qui se prostituent pour des... Enfin, peut-être que vous connaissez ce livre, mais pour se payer des choses de marque, en fait. Vous voyez, donc c'est dans des baskets, des Jordan. Vous voyez, ça marche beaucoup avec tous ces noms de marques, en fait, et puis sur un peu ce que l'on hameçonne aussi aux yeux de la jeunesse, comme sur les réseaux sociaux, etc. L'idée que voilà, ce qui est désirable est là. Et elle met en place vraiment quelque chose de très, très fort là-dessus. C'est vraiment un livre assez admirable. J'essaie de vous répondre un peu comme ça. J'ai eu la chance, le privilège de travailler dans les 3 grands pays européens que sont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Je suis belge, donc j'ai un point de vue étranger, et effectivement, oui, des 3 peuples, les Français sont les plus malheureux. Mais je souscris entièrement à ce que votre confrère Sylvain Tesson a dit. La France est un paradis, peuplé de gens qui se croient en enfer. Et ça m'interpelle, effectivement. Merci pour votre réponse. Je ne suis pas sûr que la France soit un paradis habité de gens qui se croient en enfer. Bon, ceci dit, peut-être une dernière question. Il nous reste quelques minutes, tout juste. Oui. Bonsoir. Ah, je dois garder mon masque même pour parler, d'accord. Alors, c'est la première fois que je vous entends parler, aussi longtemps en tous les cas. Je vous lis depuis longtemps et je suis très surprise et touchée de reconnaître dans votre manière de parler, votre manière d'écrire. Et en fait, ma question c'était comment vous écrivez, comment vous travaillez, comment il y a à l'écrit cet écho de votre voix qu'on entend maintenant. Bon, ça c'est merci. Mais pour autant, alors à la fois ça me touche parce qu'évidemment, s'il y avait encore une fois ce hiatus entre ce qui est une continuité entre la manière dont je m'exprime et mes livres, c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière. Pour autant, je pense souvent que je m'envisage souvent comme une espèce de traductrice du français, parce que je vois bien que je m'exprime pas. Je vois bien que mes livres, ils sont aussi écrits dans cette langue parfois très ouvragée, très accélérée, très dense, parfois bizarre, où je ramène d'autres lexiques, où je viens en chasser d'autres. Oui, des pans des pans du langage qui sont pas forcément, où j'aime aller, en tout cas j'aime aller y réactiver en fait aussi souvent des vocabulaires un peu laissés de côté qui touchent d'ailleurs à des mondes très prosaïques, très matériels, très techniques. Et j'y vois là d'ailleurs une politique de la langue, si vous voulez, c'est que c'est précisément ces mots impurs, je disais les bas morceaux de notre vous voyez, j'aime les remettre. Et je vois bien que ça, au final, ça fait des phrases, ça fait des livres aussi qui sont d'un français, qui n'est pas celui que je peux avoir quand je vous parle. Mais en revanche, je pense que ça se joue sur le tempérament. C'est-à-dire que
Moi, c'est une notion que j'adore et je trouve que c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, la notion de tempérament, parce que, d'ailleurs, j'en parle quand je pense à moi comme lectrice, je me dis souvent, quand je m'envisage comme lectrice, je vois bien que je vais chercher des tempéraments, c'est-à-dire des auteurs dont on dirait justement le chaud, le froid, le lent, le rapide, voyez. Et c'est vrai que je pense que dans l'écriture et dans le processus d'écriture, il y a évidemment quelque chose de mon tempérament qui est là. Alors, il y a cette histoire du grain de la voix, et heureusement que le mien existe. Parce que pour moi, c'est l'idée de la singularité. Hein. C'est-à-dire, pour moi, la littérature, la fiction, en tout cas, mon travail, c'est toujours la tentative inquiète, d'ailleurs, d'accéder à une forme singulière, en fait. Vous voyez, d'aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de la singularité dans l'expression, parfois même dans l'histoire, mais surtout dans la façon de la dire, et que ce soit, si vous voulez, que par exemple, ce soit que moi qui ai pu l'écrire. Vous voyez, qu'on ne puisse pas se dire, tiens, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Ce truc, il n'y a que moi qui ai pu l'écrire, parce que c'est mon tempérament et c'est aussi possiblement ma façon de travailler. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'oralité, c'est-à-dire je travaille pas mal à voix haute. Je travaille aussi pour répondre à votre question de ce que je peux en dire, c'est vraiment sur des séances très longues, c'est-à-dire si j'ai 2-3 heures devant moi, je sais que ça ne servira pas. Enfin, je peux relire, je peux corriger, mais l'unité pour moi, c'est forcément la journée entière et voilà, une dizaine d'heures, vous voyez, 9 heures, 10, ouais, ça c'est bien. Et la nuit comme étant beaucoup plus longue en plus. Les nuits peuvent faire... j'ai toujours l'impression que ça dure plus longtemps que le jour, alors c'est idiot. Mais le longtemps, pour moi, c'est le longtemps et la continuité. C'est-à-dire, je pense que, pour le coup, je crois qu'en ce qui me concerne, je suis totalement incapable de me reconnecter à un travail en cours sur vous voyez, sur 2-3 heures. Parce qu'en fait, je sais que la continuité va être brisée et que j'ai besoin de temps aussi pour lancer les chevaux, pour lancer le lasso, vous voyez, et c'est un geste assez large en fait, et qui peut accueillir la digression, la dérive, et en fait ce travail d'imagination qui prend beaucoup de place, en tout cas qui en prend de plus en plus dans mon écriture et dans ma façon de travailler, qui est alors, un petit peu ce que je disais pour l'écriture de Mustang, qui n'est pas la fabrication d'une histoire très très originale, avec beaucoup de fantaisie, qui est l'inverse de ça, qui est l'imagination comme le travail de l'analogie, en fait. C'est-à-dire que la capacité travaillée à créer des analogies, c'est-à-dire à créer des rapports entre les choses. Et à retrouver, refaire, faire résonner. Vous voyez, et ça demande quand même du temps. C'est aussi une certaine forme de concentration qui, à mon avis, en tout cas pour moi, alors autant sur 2-3 heures, vraiment, je peux relire, je peux corriger, et je peux aussi être sur un article. Autant si je suis sur un roman, et même un texte littéraire plus court, j'ai besoin de temps, et j'ai aussi besoin de continuité. C'est-à-dire, ce qui est insupportable, pour moi, ça devient tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas possible de dire j'ai 2 jours la semaine prochaine, et puis la semaine d'après j'aurai 3 jours, et puis la semaine d'après je pourrais faire ça lundi. Non, je pense que dès qu'on ouvre un espèce de c'est un peu l'image, ça peut être un peu comme une tarte à la crème, mais vous voyez, l'idée de la fiction, c'est aussi un monde parallèle quand même qu'on ouvre dans sa vie. C'est une autre piste. Et c'est une piste, en fait, une fois qu'elle est ouverte, vous devenez aussi, vous êtes comme un espèce de... C'est toujours l'image du papier tue-mouche qui me vient, mais vous voyez, tout converge vers votre obsession, et ça peut pas souffrir de un coup comme ci, un coup comme ça. C'est tous les jours, et c'est dans ce tous les jours et dans ce longtemps que moi j'arrive
à créer une temporalité qui, pour moi, est celle de la fiction, parce que et dont je prétends que seule la littérature peut me la donner. C'est-à-dire, je crois que désormais, dans le monde dans lequel on est, cette patience, cette écoute, vous voyez, ce travail du détail, il n'y a que la littérature qui induit d'introduire dans sa vie une temporalité qui est forcément une sécession, vous voyez, où vous faites sécession, ça va très vite, etc. Bon, là, c'est autre chose, c'est le temps long, c'est le temps de la patience, c'est le temps de la description. Vous voyez, par exemple, pour moi, tout ça, c'est porté par une certaine désir de la description, une certaine tension vers la description, et d'écrire, c'est du temps. Vous voyez, et moi, j'aime que ce soit du temps, et en fait, je crois que j'essaye vraiment de travailler comme ça, c'est-à-dire d'abord en créant cette temporalité dans ma propre vie et en la maintenant un peu envers et contre tout, et puis sur ces plages très longues. Et après, ce que je peux dire aussi, peut-être pour finir, c'est que j'écris le livre en une fois. Enfin, je veux dire par là, je ne fais jamais de premier jet, au sens où c'est tellement, je trouve, justement, impliquant, engageant, long et difficile d'écrire, que 2 fois, c'est impossible. Donc, en fait, ce que j'écris très lentement, et le texte se dépose au fur et à mesure. Je peux rester très longtemps sur certains passages, parfois plusieurs jours. Ça peut être un feuillet, ça peut être aussi long qu'une semaine. Mais, vous voyez, je fais pas de premier jet. Vous voyez, c'est pas du tout mon. Et en fait, en étant très lente comme ça, c'est aussi le truc de l'attention. C'est-à-dire cette écriture de l'attention, on est aussi à l'écoute. Ça peut bouger, on peut partir ailleurs, ça continue à côté, il y a des branches latérales qui s'ouvrent, et tout ça, c'est ce que l'écriture un peu, cette façon d'écrire me donne. Alors après, moi je me sens lente, mais j'écris de fait quand même assez vite, vous voyez, c'est-à-dire que évidemment il y a un rythme qui s'enclenche, mais vous voyez, je pense que je pourrais rester 10 ans sur un livre. Ça j'y crois. Mais c'est vrai que jusqu'ici, j'ai plutôt écrit dans une forme de rythme un peu fébrile. Mais quand même, ça... Vous voyez, ce qui compte pour moi, c'est ce temps-là. Et en fait, tout le travail de l'écriture, je le résorbe beaucoup dans la capacité que j'ai ou pas à créer ce temps. Merci. Je crois qu'en parlant de temps, il va être achevé. Je te remercie de nous avoir ouvert sur d'autres temporalités que nos temporalités très très brèves et très stressées d'aujourd'hui. Merci infiniment, Maëlys.